Les gens qui travaillent dans l'agroalimentaire connaissent les produits qu'ils fabriquent, sont souvent des gens qui sont formés aux produits agroalimentaires, les connaissent bien, souvent les apprécient. Et avec le temps, ils en arrivent à plus consommer les produits qu'ils fabriquent parce qu'ils en sont dégoûtés, effrayés. Et on se retourne vers les produits biologiques, vers les produits locaux et vers les petits producteurs. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, à votre bonne santé. Tiens, on va s'occuper de ce que vous mettez dans votre assiette aujourd'hui avec Christophe Brusset qui est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour. Ancien trader de l'agroalimentaire et consommateur pro-bio de longue date. Vous publiez votre nouveau livre qui s'appelle Les imposteurs du bio chez Flammarion. Vous êtes un acheteur de containers de haricots rouges canadiens au glyphosate repenti. Expliquez-vous dans votre livre. Mais ça existait. C'est de là que vient votre intransigeance aujourd'hui ? Effectivement, j'étais acheteur de produits agroalimentaires pendant très longtemps, donc j'ai vu les produits de l'intérieur et effectivement, ça m'a horrifié. Moi, j'ai changé mes habitudes au fur et à mesure que je découvrais la face cachée de l'agroalimentaire et je suis devenu consommateur de produits bio, depuis les années 2000, voire avant. Et vous expliquez que les gens qui travaillent dans l'agroalimentaire, finalement, évitent souvent de consommer les produits qu'ils produisent. Oui, c'est très vrai, parce qu'effectivement, les gens qui travaillent dans l'agroalimentaire connaissent les produits qu'ils fabriquent, sont souvent des gens qui sont formés aux produits agroalimentaires, les connaissent bien, souvent les apprécient. Ce sont souvent des gens qui sont gourmands, qui aiment ces produits. Et avec le temps, ils en arrivent à plus consommer les produits qu'ils fabriquent parce qu'ils en sont dégoûtés, effrayés. Et on se retourne vers les produits biologiques, vers les produits locaux et vers les petits producteurs, oui. Cerner la mentalité des acteurs de l'agroalimentaire, c'est un de vos sujets de réflexion préférés. Pourquoi ? Parce que j'étais moi-même pendant longtemps un membre de la communauté, on va dire, de l'agroalimentaire. Mon comportement et ma mentalité a évolué au fur et à mesure des années, quand j'ai été marié, quand j'ai été papa. Et j'en suis arrivé à un stade où vraiment je pouvais plus consommer les produits que je fabriquais, je pouvais plus les supporter. Et j'avais quasi une double vie entre une vie privée où je consommais bio, où j'évitais les produits industriels, et ma vie professionnelle où je fabriquais ce que j'appelais et ce que je considérais comme être de la malbouffe. Vous avez commencé à manger bio à une époque où pas grand monde mangeait bio. Oui, j'ai commencé à manger bio à une époque où c'était difficile de trouver un restaurant bio, où c'était difficile de se procurer les produits, où dans les supermarchés, il fallait dans les rayons où plus ou moins cosmétiques, ésotériques, vitamines, produits un petit peu spéciaux. Donc c'était difficile, mais aujourd'hui c'est extrêmement simple. Alors on apprend que le gouvernement a profité du premier confinement pour permettre en catimini des réductions supplémentaires de distance minimale d'épandage près des habitations en Bretagne. Quoi, pendant le confinement, les affaires continuent. Oui. Et là, c'est une belle histoire de lobbyisme. Oui, mais tout récemment, on a eu aussi l'autorisation par dérogation de l'épandage de néonicotinoïdes dans l'industrie de la betterave. Donc on s'aperçoit effectivement que le gouvernement y réagit très lentement et en freinant des quatre fers aux demandes des citoyens pour les protéger, pour améliorer l'environnement, etc. Par contre, dès que les lobbies, les puissances financières, pour dire les mots, leur demandent de leur faciliter la vie, ils sont très prompts à réagir. Pourquoi ? Parce que on a des politiques qui ou manquent de courage, ou manquent de vision, ou sont influencés, ou sont au pire corrompus. À vous de faire votre opinion. On va demander aux Bretons. Il est très difficile pour un non-initié de faire la différence entre les imposteurs et les convaincus. D'ailleurs, c'est très difficile de faire la différence entre un produit bio et un produit non bio à l'œil nu. En fait, même plus qu'à l'œil nu, c'est-à-dire qu'entre un produit bio et un produit non bio, il y a rien qui permet de les différencier. C'est-à-dire qu'un produit biologique, c'est un produit qui l'est par convention. On va dire il est biologique parce qu'il répond au cahier des charges du bio, il répond à une norme. Mais en lui-même, le produit bio n'a aucune différence avec un produit non bio. Alors, on va vous dire, les néophytes vont vous dire, oui, mais un est sans pesticides, un est avec pesticides. En fait, non, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'un produit conventionnel est traité aux pesticides qu'on va retrouver du pesticide. D'ailleurs, la moitié des produits conventionnels ne contiennent pas de pesticides et physiologiquement n'ont aucune différence sensible avec un produit bio. Ni au goût d'ailleurs, vous dites. Non, ni au goût, parce que vous avez un produit conventionnel qui peut être récolté à maturité et qui peut être parfaitement goûteux et savoureux, et un produit bio qui sera produit dans de mauvaises conditions, qui sera récolté immature et qui sera immangeable. Donc, en règle générale, on peut faire des généralités en disant que les produits bio sont souvent moins pollués, meilleurs au goût, etc., ce qui est vrai. Donc, toutes les études que moi j'ai trouvées le démontrent. Les produits bio sont plus sains, meilleurs pour l'environnement et meilleurs au goût. Mais et ça, c'est sûr ou pas ?
Oui, c'est sûr. Les grandes études, les dernières études sérieuses qui ont été faites et que je reprends dans mon livre, démontrent effectivement que le bio, c'est meilleur pour la santé, c'est plus riche en vitamines, ça pousse plus lentement, ça respecte mieux la nature, mieux les sols. Enfin, c'est tout un tas d'avantages qui sont aujourd'hui clairement prouvés. Mais c'est pas systématique et c'est pas une promesse du bio. Alors, vous dites dans votre livre que finalement, le marché du bio, c'est une série de contrats passés entre les acteurs intéressés et un marché organisé. Donc là, c'est pas du tout une norme. En fait, si vous dites que c'est un contrat et que finalement c'est un business et que donc finalement la norme elle passe après. En fait, ce qui m'a intéressé, moi, c'est de comprendre comment aujourd'hui, le bio, c'est un des rares marchés qui soit réglementé. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple les produits véganes, vous n'avez pas de réglementation particulière sur les produits véganes. Si vous prenez l'éthique, le social, l'éco-responsable, il n'y a pas réellement de normes pour ça. Pas encore. Et je pense que ça n'arrivera pas. Du moins, pas avant quelques années. Ce qui s'est passé, c'est que quand le marché du bio a commencé à se développer, les autorités s'y sont intéressées et ont voulu organiser le marché. Donc on a eu les premières réglementations françaises qui sont apparues à la fin des années 90 et la première réglementation européenne au début des années 2000. Ensuite, ça a été revu 2007, 2018, etc. Et c'est une réglementation qui a été faite au niveau européen, c'est le fameux le label Eurofeuille. Et en fait, ça a été fait et pensé dans l'idée d'organiser un marché pour permettre sa croissance et à des entreprises d'en vivre et de bien en vivre. C'est pas du tout fait par des militants et ça n'a pas été du tout pris en charge par les gens qui ont commencé à faire du bio dans les années 1920, au début du bio. Donc c'est réellement des politiques, des lobbies qui se sont mis d'accord entre eux pour définir les règles de ce que devait être, selon eux, le bio. Et qu'est-ce que ça change ? Ça change qu'en fait, finalement, les règles du bio, les règles officielles du bio, aujourd'hui, sont complètement inadaptées. Elles ne sont pas suffisamment strictes. Il y a beaucoup de lacunes. Et ensuite, que le système de contrôle du bio a été confié à des entreprises privées, parce que chacun sait aujourd'hui que entre Bruxelles et puis l'ultralibéralisme, en fait, ça fait qu'un. Donc, on a confié les clés de la boutique à des entreprises privées en leur disant, voilà, faites de l'argent et nous, on sécurise le système. Quand on parle d'un produit biologique, qui sait ce que ça veut dire précisément ? Alors ça, c'est excellente question, parce qu'en fait, ça a été vraiment à l'origine de ma démarche. C'est-à-dire que j'ai été invité, moi, il y a quelques années, dans une réunion d'un parti politique écologiste, et on a parlé du bio, et quand j'ai posé la question de qu'est-ce qu'était le bio, j'avais à chaque personne une réponse différente. Et en fait, quand moi je m'y suis intéressé, quand j'ai lu la norme du bio, quand je me suis tapé les 92 pages du règlement européen écrit en langage technocratique, on vous dit, voilà, un produit est bio s'il répond au présent règlement. Donc il n'y a pas de définition claire, nette et précise d'un produit biologique, ça n'existe pas. Un produit biologique, c'est une convention. On se réunit à quelques-uns, on dit voilà, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on fait ? Et on définit des règles en se référant au naturel, à la pureté, aux pratiques anciennes, etc. Mais tout ça est changeant, tout ça est fluctuant et tout ça est souvent tiré par le bas par des intérêts contradictoires. D'ailleurs, le mot naturel, c'est un mot qui vous intéresse aussi. Et c'est une notion qui vous intéresse aussi. Oui, exactement. Parce que le mot naturel, quand on lit la norme, quand on lit ne serait-ce que le préambule de la norme, on retrouve le bio, peut-être, il est cité 7 fois rien dans le préambule. Donc on trouve le mot naturel à toutes les pages de la norme. Mais nulle part est défini ce que ça veut dire. Ouais. Qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui l'est pas. Et quand on regarde ensuite les règlements, on s'aperçoit que des produits non naturels sont autorisés, comme certains additifs, les nitrates, nitrites, ou bien encore le sulfate de cuivre, par exemple. Donc des produits non naturels sont autorisés, et des produits qui sont naturels ne peuvent pas être certifiés, comme par exemple les poissons sauvages. Un poisson sauvage ne peut pas être certifié bio, parce qu'officiellement, on ne peut pas en contrôler les origines et ce qu'il a consommé. Comme les produits de chasse, voilà, les cueillettes, plein de exactement. Plein de produits et ensuite, comme ça. On vous dit aussi les produits doivent être meilleurs pour l'environnement, etc. Mais on ne prend pas la peine de vous dire on doit limiter le bilan carbone, on doit limiter les importations. Donc aujourd'hui, on peut très bien faire des fraises cultivées au Groenland sous serre chauffée, les faire venir en Europe par avion, et elles seront certifiées bio. Et même à la rigueur... En France, si elles étaient faites en France, si elles sont chauffées, ça ne serait pas possible, par exemple. Il y a eu tout un débat sur les serres chauffées en 2017 ou en 2018. On en est où là donc bio ou pas bio en France ? En France, on a trouvé un compromis. On a interdit la vente de produits bio faits sous serre chauffée entre, de mémoire, décembre et avril, par exemple. Donc, on a limité les dégâts. Mais dans d'autres pays, en Europe, non, on peut faire des produits bio sous serre chauffée. Et il faut savoir que vous allez consommer plus de 200 000 litres de fioul par hectare de serre chauffée par an. Donc, ce qui est complètement anti-écologique. Alors, pas de définition pour ce que c'est qu'un produit bio. Est-ce qu'il y a une définition pour ce qu'est la production biologique ? Alors, effectivement, un produit bio,
c'est pas on définit pas un produit bio comme les caractéristiques propres au produit. On définit des règles de production. Donc on dit voilà, on va envoyer quelqu'un chez vous pour vérifier ce que vous faites et vérifier que ce que vous le faites bien en accord avec les règles qu'on a définies. Donc conformément au contrat qu'on a signé. Par exemple, vous ne devez pas utiliser d'engrais de synthèse ou de pesticides de synthèse. Donc des personnes vont venir chez vous, des organismes certificateurs, vérifier effectivement que vous n'utilisez pas d'engrais de synthèse et de pesticides de synthèse. Si vous ne le faites pas, effectivement, votre produit sera certifié bio. Donc vous voyez, c'est une certification qui valide vos pratiques, pas le produit en lui-même. Ah ouais. Et alors, le bio-industriel, c'est dans quelle famille ? Parce que le bio, ça a quand même un peu l'image du producteur du coin. En fait, ce que je me suis rendu compte... Le cavore qui va au marché. Oui, la personne sympathique avec sa photo sur les emballages, qui tient la poule dans les bras. Enfin, oui, tout à fait, ça c'est les belles images qu'on voit, mais ça c'est une invention du marketing. Mais ce que je me suis rendu compte, moi, avec mon enquête et puis en allant sur le terrain, c'est qu'on avait aujourd'hui un développement d'un bio à 2 vitesses, on va dire. Un bio réellement entre les mains des gens motivés de la filière qui ont développé des labels privés beaucoup plus haut de gamme. Par exemple, vous avez Déméter, Biocohérence, Bio Plus, enfin Bio Suisse, etc. Et vous avez le bio industriel, celui dont vous parlez, où on se limite aux normes minimales qui sont insuffisantes, en disant voilà, on respecte le cahier des charges du bio, on est certifié bio, Eurofeuille, AB en France, etc. Et on fait du bio de masse. Donc, on a des fermes qui sont gigantesques, on applique des méthodes industrielles à la production, on utilise tout ce que le bio permet aux limites du bio, c'est-à-dire les produits qui sont autorisés en bio, les surfaces maximum, voilà, de manière à produire un bio en quantité et à un prix le plus bas possible. Donc, en fait, industrialisation du bio. D'accord. Mais est-ce que ça, c'est ce qu'on appelle du bio, alors ? Il y a plusieurs problèmes avec ça. C'est-à-dire que d'une part, on se préoccupe pas du tout de l'esprit du bio. On ne va pas hésiter à importer des produits alors qu'il n'y en a pas besoin, donc c'est-à-dire avoir avec un bilan carbone déplorable. Je me suis rendu compte que beaucoup de ces produits bio n'étaient pas véritablement bio. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, c'est difficile de savoir si un produit est bio ou pas. Par l'analyse, on ne le voit pas. Sauf qu'il y a des nouvelles méthodes d'analyse qui ont été mises en œuvre, notamment en Allemagne, avec des instituts de recherche, qui permettent d'identifier les engrais de synthèse utilisés. Et ces gens-là se sont rendus compte que 80% des produits chinois importés étaient fabriqués avec des engrais de synthèse, donc n'étaient pas bio. Donc ne peuvent pas être bio. Et moi-même, je me suis amusé à appeler des fournisseurs que je connaissais qui faisaient du bio et du non bio, notamment pour des graines de tournesol, en disant voilà, je cherche des produits bio pour l'alimentation animale, mais je ne suis pas prêt à payer le prix. Ces gens-là m'ont dit, après négociation, discussion, etc., écoute Christophe, je peux te proposer ce produit-là, bio, officiel bio, avec les cahiers des charges qui vont bien, les tampons, etc., pour 8% en plus. 8% du prix en plus. Et je sais très bien qu'avec des rendements entre 20 et 30% inférieurs, c'est impossible de proposer un produit simplement 8% plus cher. Donc je sais très bien que ces produits-là ne sont pas bio. Ouais. Et c'est évident entre le fournisseur et moi. On a Shainez qui nous a rejoint. Shainez, vous avez une chaîne de santé qui vient de démarrer. Et vous pourrez poser vos questions sur le bio dans un instant. Vous dites que finalement, aujourd'hui, les consommateurs ont plus changé que les industriels. Pourquoi ? En fait, on s'aperçoit que si les industriels et les supermarchés proposent des produits bio, sans gluten, sans lactose, etc., c'est parce que les consommateurs le demandent. Ce ne sont pas eux qui sont à l'origine et à l'initiative de l'offre. Ce sont vraiment les consommateurs qui cherchent ces produits et qui les réclament. Donc, ils font simplement que répondre à la demande. Et ils le font souvent en traînant des pieds et avec un temps de retard. Alors, on l'a vu, le bio a été appelé à la rescousse, notamment pour sauver les grandes surfaces, les hypermarchés, qui avaient du mal à se réinventer avec des enseignes qui sont passées, en tout cas qui sont passées au tout bio quasiment, quand on regarde la taille des linéaires consacrés au bio, parce que le bio, c'est quand même une croissance à 2 chiffres, et il n'y a pas beaucoup de secteurs qui sont en croissance à 2 chiffres. Aujourd'hui, le bio représente 80% de la croissance de chiffre d'affaires dans l'agroalimentaire. C'est-à-dire aujourd'hui, quasiment toute la croissance, le chiffre d'affaires supplémentaire en agroalimentaire est généré par le bio. Donc c'est un marché extrêmement important, de plus en plus important, et c'est souvent le seul moyen de faire de la progression pour une industrie ou pour un supermarché. Bon, Shainez est avec nous. Comment s'appelle votre chaîne santé, Shainez ? Bonjour Philippe, bonjour Christophe. Bonjour. Alors c'est une chaîne, on va dire, qui diffuse donc des webconférences en ligne sur des sujets, pas forcément seulement de santé, mais on va dire... plutôt des sujets essentiels qui sont finalement peu traités. Et qu'est-ce que le bio vous inspire alors finalement ? Alors le bio, c'est une question
Ça m'intéresse beaucoup ce sujet. Peut-être une question pour, pour Christophe. Allez-y, profitez-en. Donc Christophe, ce que je voulais savoir, c'est, d'après ce que vous dites, donc tout n'est pas bio, ou tout ce qui va être labellisé n'est pas forcément bio. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus sur comment est-ce que c'est possible en fait ? En fait, c'est assez simple en réalité. C'est-à-dire que rien ne différencie un produit bio d'un produit non bio. On ne peut pas, en analysant un produit, savoir s'il est bio ou pas. Même pour un professionnel comme moi, même avec des laboratoires dernier cri, bien équipés, etc., je ne saurais pas vous dire si un produit est véritablement bio. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne certifie pas non le produit, mais on certifie celui qui fabrique. Et on vérifie comment il fabrique. Donc, si aujourd'hui je trouve un produit conventionnel, si je vais acheter un lot de produits conventionnels qui ne contiennent pas de pesticides ou avec un niveau très bas, je l'achète et je le revends en bio, ce sera extrêmement difficile de repérer la fraude. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a eu, et dans mon livre, je donne énormément d'exemples de gens qui se sont fait attraper pour vendre des produits faussement bio. Donc, ça, ce sont des choses qui existent. Et ensuite, vous avez des fraudes au bio qui sont organisées à grande échelle par des grosses entreprises, par des mafias, notamment en Italie, dans les pays de l'Est. Vous avez des pays comme la Turquie, les Émirats Arabes Unis ou la Chine qui sont des plaques tournantes pour de gros trafics de faux bio. Et ça, c'est possible, comme je vous le dis, parce que c'est impossible, en regardant le produit, en analysant le produit, de vérifier s'il est bio ou pas. Donc, comme je vous le disais, il y a eu des scandales qui ont été révélés. Et ensuite, il y a des nouvelles méthodes d'analyse qui permettent, en mesurant les isotopes de l'azote, de vérifier si le produit a été fabriqué avec des engrais de synthèse ou des engrais naturels. Et sur des origines comme la Chine, ces gens-là se sont rendus compte que 80% des produits étaient fraudés en réalité, n'étaient pas des produits bio. Donc, les fraudes dans le bio, aujourd'hui, sont massives parce qu'on n'arrive pas ou on ne sait pas les contrôler. Alors, les produits bio sont aussi populaires parce que justement les produits agroalimentaires classiques sont assez décriés aujourd'hui, oui. Mais pourtant l'industrie agroalimentaire s'empare de ces produits bio. Donc qu'est-ce qui change ? L'industrie agroalimentaire s'en empare parce qu'il y a un marché, parce que c'est en croissance, parce qu'on fait plus de marge aussi dans les produits bio. Hein. On le voit très bien. C'est-à-dire que si le produit bio coûte 30% plus cher à produire, souvent il est vendu 2 fois plus cher en magasin. Donc il y a beaucoup d'argent à faire sur le bio. C'est plus facile à vendre. C'est des produits qui sont souvent très marketés. Ensuite, un produit bio n'est pas forcément meilleur au niveau nutritionnel qu'un produit non bio. Donc oui, les entreprises y viennent par nécessité, parce que le marché évolue dans ce sens-là. Elles vont vous proposer des produits bio, verdis, des produits plus, entre guillemets, écolo. On voit même des entreprises maintenant qui se déclarent comme éco-responsables ou entreprises citoyennes. Alors, moi, ça m'amuse. C'est-à-dire que vous appelez le greenwashing. Voilà, moi j'ai connu, c'est-à-dire que ce qui me fait toujours rire, c'est quand je vois les publicités de certaines entreprises, notamment des grands supermarchés, que moi j'ai connu à l'époque où j'allais avec des commerciaux, des entreprises où j'ai travaillé pour leur vendre nos produits, où on était traités comme des chiens et où on était mis systématiquement en concurrence avec nos voisins européens, voire chinois. Et aujourd'hui, ces mêmes supermarchés vous disent qu'ils ont découvert qu'il y avait des producteurs en France qu'il fallait aider. Moi, j'ai connu des producteurs. Alors, pendant le confinement, c'était pire que tout. On avait tous les petits producteurs qu'il fallait aider à écouler les grandes chaînes de supermarchés françaises qui n'ont rien eu à faire de l'équilibre alimentaire des produits, du Made in France à une époque, qui importaient des containers en masse de Chine, etc., qui mettaient les entreprises, les PME françaises dans lesquelles je travaillais en concurrence avec les produits d'importation, découvrent aujourd'hui que finalement le local c'est merveilleux, que le bio c'est merveilleux, que l'équilibre alimentaire c'est merveilleux, que les additifs c'est très mauvais. Enfin bon, tout ce qu'on sait, nous, industriels, depuis 20 ans. Des noms. Vous expliquez, parce que vous expliquez que finalement, par exemple, les grandes surfaces sont parmi les plus gros annonceurs de France. Exactement. Et ce que vous trouvez paradoxal, par exemple, c'est que parmi ces grandes surfaces, il y a Lidl. Écoutez, Lidl est le premier annonceur en France. 500 millions d'euros dépensés pour vous dire, quand vous écoutez les publicités à la radio, que Lidl, c'est le moins cher de France. Donc, moi, je ne m'explique pas comment des hard discounters comme ça, donc pas des discounters, des hard discounters, donc censés faire très peu de marge, voire pas de marge du tout, trouvent 500 millions d'euros par an pour vous expliquer qu'ils sont moins chers que leurs concurrents. Je ne comprends pas. Et si vous faites la somme dans les 10 premiers annonceurs français des distributeurs, vous dépassez le milliard d'euros, allègrement. Donc ces gens-là, plutôt que de dépenser 1 milliard d'euros en communication, donc en pure perte, en vent, devraient mettre ce milliard d'euros dans la qualité de leurs produits ou dans la poche de leurs employés ou de leurs consommateurs. Ça me paraîtrait plus utile. Alors, le greenwashing, ça marche comment pour une entreprise ?
C'est facile, il suffit de faire croire ou de dire à leurs clients, même à leurs employés, qu'ils œuvrent dans l'intérêt de la communauté, de la planète, voilà. Donc concrètement, ça veut dire, moi je l'ai connu dans les entreprises où j'ai travaillé, c'est-à-dire qu'on va prendre les emballages en les faisant, en les verdissant, en mettant des noms sympathiques, en mettant des matériaux qui font à l'ancienne. Vous savez, des matériaux du craft, du papier, des couleurs brunes, des couleurs terre. Donc voilà, donc on fait encore appel au marketing pour faire des produits qui sont designés pour ressembler à des produits naturels. Alors qu'en fait, ces produits-là, souvent, sont moins naturels que les produits conventionnels. Alors vous prenez des exemples, la lessive à l'aloe vera, la pâte à tartiner bio, les bombes insecticides aux huiles essentielles. Alors vous remarquerez que les huiles essentielles, on les met à toutes les sauces aujourd'hui, même dans les lessives. Oui. Donc même dans l'alimentation. Ouais, bio, pas bio. Vous avez les deux. Ça peut être bio, dans ce cas-là c'est mieux, c'est clair. Ça peut être non bio, dans ce cas-là ça concentre les pesticides, donc c'est moins bien. Donc voilà, vous avez de tout. Mais c'est vrai, et je donne un exemple que moi j'ai vécu, c'est-à-dire que quand on a eu fait de la salade bio, donc on avait une salade dans un emballage en sachet plastique, ce que vous trouvez en supermarché, la 4e gamme, et on a fait une gamme en biologique, et sur l'emballage en plastique, on a collé du papier. Ce qui fait que le sachet qui avant était recyclable, parce que c'était du 100% plastique, au final s'est retrouvé avec du papier, du plastique et encore une couche de plastique par-dessus et est devenu non recyclable. Donc l'emballage du produit bio était plus dommageable pour l'environnement que l'emballage du produit classique. Mais il avait l'air plus bio. Il avait l'air plus bio avec un nom sympathique, il était craft, il était joli et il était totalement non recyclable. Alors on s'éloigne du bio, mais par exemple les biocarburants, ça vous amuse? Oui, ça m'amuse parce qu'il y a une grosse campagne de promotion de ces produits-là. Donc, on nous dit que ce sont des produits merveilleux. Et vous avez deux mouvements qui s'opposent. Alors, moi, j'ai pris un petit peu la communication de la Confédération paysanne, par exemple, qui sont contre ces produits-là, qui, eux, parlent d'agrocarburants, voire de nécrocarburants. Donc, d'après eux, ces produits-là sont extrêmement polluants, parce que ce sont des produits qui sont fabriqués avec des méthodes conventionnelles sur des très grandes surfaces. Donc, ces gens-là vous disent, ceux qui font des agrocarburants accaparent les terres, sont en concurrence avec les produits alimentaires, il faut monter les prix des terres, les prix des produits agroalimentaires. On en arrive à avoir des désastres écologiques avec ces produits-là. Et les promoteurs de ces produits-là, notamment les pétroliers, notamment les très gros industriels qui font des agrocarburants, vous disent non, nous c'est des produits qui sont renouvelables, qui sont merveilleux pour l'environnement, qui génèrent moins de CO2, etc. Donc il y a un double, une guerre dans les termes pour mettre en avant ou pour décrier ce genre de produits. Par exemple, si on prend le cas de la voiture électrique, qu'est-ce que ça vous pose comme problème à vous ? C'est bon pour la planète, la voiture électrique. Souvent, alors oui, la voiture électrique, c'est un sujet compliqué, mais moi, là, je suis aussi passé à la voiture à hydrogène. J'entendais dernièrement, on parlait mieux. beaucoup c'est encore mieux. En disant que c'est mieux, mais souvent, on dit, la voiture à hydrogène, la voiture électrique, ça a zéro déchet, donc c'est zéro pollution. L'hydrogène, vous allez brûler l'hydrogène et puis de l'oxygène et ça fait de l'eau. Le déchet, c'est de l'eau. Je dis, oui, c'est merveilleux, mais il vient d'où ton hydrogène ? On dit, l'hydrogène, on ne sait pas. Mais l'hydrogène, aujourd'hui, on le fabrique avec du méthane. Donc, voilà, ou alors on le fabrique à partir de courant électrique. Donc, je dis d'accord, mais ton courant électrique, il vient d'où ? Il vient des éoliennes. Je dis non, aujourd'hui en France, il vient surtout du nucléaire, et puis si tu vas en Allemagne ou en Pologne, il vient surtout du charbon. Donc la voiture électrique, c'est merveilleux, sous réserve que le courant électrique, il est bien fabriqué avec une production verte, ce qui aujourd'hui est très loin d'être le cas en France, en Europe et dans le monde. Donc les solutions simplistes de dire la voiture électrique c'est merveilleux ou l'hydrogène c'est merveilleux, il faut effectivement qu'on s'intéresse à l'ensemble de la filière, c'est-à-dire la production du véhicule et la production de l'énergie. Alors il y a une démarche qui vous amuse beaucoup, c'est tout ce qu'on appelle la neutralité carbone. Maintenant les entreprises calculent leur empreinte carbone. Ça m'amuse entre guillemets, mais ça me désole surtout. C'est-à-dire que moi je l'ai vécu aussi en interne, c'est que chez nous on a eu une démarche de neutralité carbone. Donc moi j'ai trouvé ça excellent au début. Avec une compensation, parce qu'après effectivement, on compense. Alors vous avez beaucoup d'entreprises qui vont mettre en avant, on est zéro carbone, zéro émission, etc. Alors, effectivement, moi quand j'ai posé la question chez moi, j'ai dit mais comment on peut être zéro émission carbone puisqu'on voyage en avion, on construit des usines, on pollue, on a plein de camions, des milliers de camions qui circulent, etc. On m'a dit oui, mais c'est pas grave. On achète des tonnes de carbone. Et je me suis rendu compte à cette occasion-là qu'il y avait un marché, entre ce que j'appelle des indulgences, c'est-à-dire qu'on achète des certificats carbone. Alors les indulgences, c'était avant, il faut nous rappeler ce que c'était. Les indulgences, c'est-à-dire qu'avant, vous pouviez commettre des péchés qui vous étaient pardonnés moyennant finance. Donc, c'est-à-dire que plus vous aviez d'argent, plus vous pouviez commettre de péchés et être pardonné. Et bien aujourd'hui, plus vous avez de moyens, plus vous pouvez polluer et acheter des certificats de carbone, des tonnes de carbone qui sont censés compenser vos émissions.
Donc ça veut dire que des entreprises aujourd'hui, plutôt qu'être vertueuses et faire des économies de carbone, se comporter réellement de manière écologique, elles vont aller voir des sociétés organisées qui vendent des certificats carbone. Et c'est ce que j'ai vécu et ça m'a amusé les entrepreneurs, mais ça m'a surtout désolé. Et on s'achète. Voilà, une bonne conscience, tout le monde est content. Sur tous nos papiers en tête, on va trouver zéro carbone footprint. Voilà, donc on est super écolo. On fait des réunions à tout bout de champ, on fait des réunions à l'étranger où tout le monde va en avion. Voilà. Ça, c'était avant. C'était un peu avant, ça. C'était avant, pas vraiment. Ouais. On voyage moins maintenant. Ah oui, maintenant on voyage moins à cause du virus, mais enfin bon, quand le virus sera disparu, je fais pas beaucoup. Voilà. Il faudra soutenir l'industrie aérienne, je pense. Je disais tout à l'heure que j'ai appris dans votre livre que le agrobashing, ça n'existe pas. Alors pourquoi ça n'existe pas ? Plutôt agribashing. Agribashing. En réalité, moi, c'est aussi une chose que j'ai apprise. Enfin, je me doutais quand même qu'il y avait quelque chose de pas clair avec ce terme, c'est-à-dire que assez facilement, dès que vous critiquiez le modèle agricole productiviste dominant, on vous taxait d'agribashing, bon voilà. Donc, alors qu'effectivement, vous pouviez émettre des critiques constructives sans pour autant détester les cultivateurs. Et je me suis rendu compte en cherchant un petit peu l'origine du terme que c'est un terme qui avait été inventé par des communicants, et mis en avant et promu par un syndicat agricole majoritaire pour éviter toute critique du modèle agricole. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous dites on est contre les pesticides, on voudrait que les habitations soient protégées, etc., on vous dit agribashing et c'est une façon de vous disqualifier. Donc oui, c'est un terme qui est très communément utilisé par les promoteurs de l'agriculture intensive aujourd'hui. Et alors en face, on a un autre terme qui est inventé, c'est l'agriculture raisonnée, c'est pareil. Ah, l'agriculture raisonnée. Là, il y a encore des gens de marketing qui réfléchissent. Alors là, effectivement, oui, c'est une chose qui m'a amusé, c'est-à-dire que comme il y avait une critique, effectivement, en fait, c'est facile, quand on voit la pollution des sols, la pollution des nappes phréatiques, les scandales, par exemple en Martinique avec le chlordécone, je crois, qui a pollué les sols, ou le lindane qui pollue les sols en Bretagne, il y a un moment, les consommateurs, enfin les citoyens s'aperçoivent qu'il y a un problème avec l'agriculture intensive. Alors, en réaction, l'agriculture intensive vous dit, oui, mais nous, on ne fait pas n'importe quoi, on raisonne, on réfléchit, donc on met le minimum de produits, etc. Alors ça m'amuse parce que moi dans ma famille j'ai beaucoup de producteurs, de paysans, et quand je discute avec eux ils m'ont dit nous on a toujours fait attention, on n'a jamais mis plus que nécessaire parce que de toute façon ça coûte cher, les produits phytosanitaires, c'est certainement leur premier poste de dépense. Donc c'est pas des gens qui vont vous dire on balance des pesticides plus qu'il faudrait, on met la dose qui est recommandée par le producteur, par le fabricant. Donc pour moi l'agriculture raisonnée c'est une vaste fumisterie, ça veut simplement dire que l'agriculture devrait par essence être raisonnée, ne pas faire n'importe quoi avec des produits dangereux. Alors, c'est la foire au logo. Combien il en existe concernant le bio en France ? Plus d'une trentaine. Et il y en a des nouveaux quasiment tous les jours. Donc, il y a énormément de logos. Les logos officiels, vous n'en avez que 2. Vous avez l'Eurofeuille européenne, donc qui est valable pour l'Union européenne, et le label AB, qui est historiquement... C'est historique, oui. C'est un historique. Ouais. En fait, ça fait doublon avec le label AB. Et dans les pays européens, moi je vis en Autriche, vous avez un autre label local. Chaque pays européen a son label local. Et en plus de ça, vous avez des labels, ce qu'on appelle des labels privés, donc qui appartiennent à des sociétés ou à des associations, et qui, eux, en général, vont plus loin et ont un label. Bon, il y a Déméter, il y a Biocohérence, il y en a quelques-uns, Nature et Progrès. Ça s'achète, ces labels-là, ou pas ? Suivant les labels, oui. Vous les contactez, vous prenez connaissance de leur cahier des charges, vous êtes contrôlé, certifié, et en général, vous payez une redevance, ou vous payez des royalties, ou vous payez vous soutenez le logo, et effectivement, ce sont des choses qui sont payantes. Alors, pour les consommateurs qui nous écoutent ce matin, à quel label on se fie ? Déjà, pour le bio, c'est facile, parce que pour être certifié bio, vous serez pour pouvoir vendre bio, vous êtes obligatoirement certifié du label Eurofeuille. Donc, c'est-à-dire, c'est le socle, c'est le niveau minimum de certification. Ensuite, au niveau consommateur, on a tout intérêt à aller vers des logos d'un bio plus, on va dire. Donc, que ce soit Biocohérence, Déméter ou Nature et Progrès, ceux que j'ai cités, parce que ces labels-là vont plus loin. Par exemple, ils vont imposer à ce qu'une exploitation soit non pas bio et conventionnelle, mais fasse 100% bio. À ce que ces gens-là nourrissent les animaux en bio avec un produit cultivé sur la ferme, pas avec du produit d'importation. Donc vous avez une meilleure garantie avec ces labels privés. Donc cela à privilégier. À privilégier. Les autres, c'est du marketing, c'est quoi ? À privilégier si on peut, parce que souvent ces produits-là sont plus chers, mais on a en face aussi un produit de meilleure qualité. Alors on parle justement d'argent, les produits bio sont souvent vendus plus chers. Qu'est-ce qui fait la différence des coûts, en gros ? Alors 2 choses, c'est-à-dire que vous avez déjà des raisons objectives. C'est-à-dire que c'est vrai, les produits bio coûtent plus cher à produire parce que
les rendements sont plus faibles, parce qu'il faut beaucoup plus de personnes pour fabriquer. Sur une exploitation bio, il faut, je ne sais plus quel organisme va chiffrer à 2,5 fois la main-d'œuvre pour la même surface. Donc, plus de personnel, une production plus faible. Donc, effectivement, au final, le produit qui sortira de l'exploitation coûtera plus cher. Donc, c'est chiffré suivant les zones, les produits, mais en moyenne à 20% de surcoût. Donc, on peut dire qu'un produit bio devrait coûter généralement entre 20 et 25% plus cher qu'un produit conventionnel. Mais moi, ça m'est arrivé de payer mes carottes bio 5 fois plus cher que les carottes conventionnelles. Et puis, quand vous avez des enquêtes qui sont faites, des enquêtes sérieuses, par exemple par Que Choisir ou par l'UFC ou par 60 millions de consommateurs, ces gens-là se rendent compte qu'en fait, la grande distribution, pour ne pas la nommer, prend des marges hallucinantes sur des produits bio. Vous avez des marges à plus de 100% sur des produits bio, alors que sur les produits conventionnels, les marges sont beaucoup plus raisonnables. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'ils achètent, donc ça veut dire que c'est pas le produit bio qui est cher quand ils l'achètent, non. C'est eux qui appliquent une marge. Des surmarges hallucinantes. Parce que d'une part, les consommateurs ont intégré que le bio était plus cher, donc les grandes surfaces n'ont pas à se justifier de faire payer plus cher le bio que le non bio, donc les gens savent que c'est plus cher. Donc ils ne seront pas surpris de voir les produits bio plus chers qu'un produit conventionnel. Mais la plupart des gens ne savent pas de combien ça devrait être plus cher. Donc les supermarchés ont la main lourde et on a des marges à plus de 100%. Donc si vous regardez les enquêtes de Que Choisir, effectivement, régulièrement, chaque année, ils dénoncent les marges abusives de la grande distribution sur ces produits-là. Et ce qui est grave, à la rigueur, c'est pas tellement que ces entreprises-là s'en mettent plein les poches, c'est surtout que ça rend les produits bio inaccessibles pour les plus pauvres d'entre nous. Donc ça veut dire que vous avez des gens qui peuvent se nourrir correctement parce qu'ils ont les moyens, et puis vous avez, comme toujours, les plus pauvres qui ont la double peine, peu de revenus, peu de vacances, peu de loisirs, et une mauvaise alimentation. Alors il y a la question des produits bio qui viennent de l'étranger, c'est un moindre mal ou c'est équivalent ? En fait, c'est l'étranger, c'est toujours pareil, il faut dissocier, il y a plusieurs étrangers, c'est-à-dire que les produits qui viennent de l'Europe, on va dire, sont quasi équivalents aux produits français. Si vous achetez des produits allemands ou autrichiens, les produits seront équivalents. Ensuite, vous avez des étrangers comme par exemple l'Italie, comme l'Espagne, qui sont des pays que je connais bien, ou plus loin comme la Turquie, l'Inde ou pire la Chine, où effectivement on vous dit que ce sont des produits équivalents. L'Europe reconnaît que par exemple l'Inde est un pays équivalent à l'Europe en termes de qualité de produits bio. Ceci dit, mauvaise pioche, parce que moi je vais en Inde régulièrement, j'achète en Inde, je connais l'Inde, je connais les organismes certificateurs, je connais les usines, je vais sur place, je sais comment les certificats sont obtenus, et les pires usines de ma carrière, je les ai vues en Inde. Et j'ai vu des usines certifiées en Inde qui sont de véritables taudis. Des usines de quoi ? Des usines d'huile essentielle, par exemple. L'Inde est le premier producteur mondial d'huile essentielle de menthe. Donc moi j'y étais allé pour acheter de l'huile essentielle de menthe. Pour mettre dans quoi ? Menthol, dans les cigarettes par exemple. D'accord. Mon application c'était pour mettre dans l'alimentation, mais le principal marché pour la menthe, le menthol, c'est les cigarettes menthol. Donc c'est ça l'application numéro 1. Après vous en avez pour les chewing-gums à la menthe, et puis dans tous les produits parfumés à la menthe. Donc l'Inde, premier producteur mondial d'huile essentielle de menthe, dans la région de Delhi et autres. Donc, et quand je suis arrivé là, quand j'ai vu les usines certifiées, je me suis dit mais c'est pas possible que ces usines-là soient certifiées. Et en fait en Inde, il faut savoir que tout s'achète. Donc, quand on me dit l'Inde est un produit qui a les mêmes normes, les mêmes exigences, la même qualité que la France, par exemple, je suis désolé, je peux pas accepter ce genre de déclaration, c'est pas possible. Mmh. Donc, finalement, quels sont les pays auxquels on peut se fier ? L'Espagne, parce qu'on parle beaucoup de l'Espagne. On dit que les normes ne sont pas aussi bonnes qu'en France, par exemple. L'Espagne, moi, c'est un des seuls pays où, quand j'ai visité les fournisseurs, ils n'avaient pas de scrupules à me montrer des ouvriers dans les ateliers en train d'étiqueter les cartons avec des fausses origines. Donc, l'Espagne, moi, quand j'achetais des produits fraudés, souvent, ils venaient d'Espagne ou d'Italie. Donc, il faut quand même comprendre que dans certains pays, vous avez des différences de culture. Donc il y a des pays qui sont plus ou moins stricts, où la culture veut que les gens sont plus ou moins sérieux. Il y a des pays où il y a des sanctions qui sont appliquées. Il y a des pays où vraiment on est vigilant avec l'alimentaire et des pays où on ne l'est pas. Donc, pour moi, les produits alimentaires, les produits agricoles, français, espagnols, italiens ou allemands, ne sont pas équivalents. Donc j'ai pas du tout confiance dans les produits bio espagnols fabriqués au sud de l'Espagne, par exemple. Alors heureusement pour nous, il y a des nouveaux outils numériques et les applications. L'historique, c'est laquelle ? L'historique, c'est Open Food Facts, mais la plus connue, c'est Yuka aujourd'hui. Mais qui se sert des données de Open Food ou pas ? Au début, ils se sont servis et ensuite, ce sont eux les principaux contributeurs à la base de données. Donc aujourd'hui, Yuka a pris le pas sur Open Food Facts et est réellement l'application star aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, Yuka ? Déjà, Yuka, au niveau de son évaluation aujourd'hui, elle intègre dans sa note une partie pour le bio. Donc les gens de Yuka avec qui j'ai discuté et que j'apprécie beaucoup ont une démarche d'avoir une évaluation du produit la plus exhaustive possible. C'est-à-dire en termes de qualité nutritionnelle, nutritive, d'additifs et aussi de bio. Donc
Évaluer un produit agroalimentaire, c'est extrêmement difficile. Ça dépend de quels paramètres vous prenez en compte. Est-ce que c'est bio, est-ce que c'est industriel, est-ce que c'est la nutrition, etc. Mais Yuka a le mérite d'essayer d'évaluer les produits dans leur globalité et de mettre en avant, de donner un petit plus aux produits biologiques. Donc pour moi, c'est une démarche qui est très positive. D'accord, mais laquelle vous préférez entre Open Food Facts et Yuka ? Moi, je suis plutôt pro Yuka aujourd'hui. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut en obtenir ? Parce qu'on voit de plus en plus de gens qui font leurs courses avec les applis. Aujourd'hui, moi, je suis ingénieur agroalimentaire, donc je sais lire une étiquette, je les comprends, je sais lire les tableaux nutritionnels, je sais lire la liste d'ingrédients, puisque les additifs, ça me parle, ça a été mon métier pendant très longtemps. Donc, pour moi, lire une étiquette, c'est quelque chose d'assez simple, on va dire, sans pour autant être très facile, parce que des fois, j'y passe un petit moment. Mais je comprends très bien que pour un citoyen lambda, c'est extrêmement compliqué de comprendre ce que l'étiquette raconte. Et une application comme Yuka décrypte cette étiquette en un message très facilement compréhensible. On a une lettre et une couleur, donc et avec ça, on se fait une idée. Alors le bio est partout. Maintenant, on a parlé du bio alimentaire, mais il y a le bio non alimentaire, les détergents, les maquillages, les produits ménagers, les textiles. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Est-ce que c'est comme le halal finalement ? C'est des choses qui ne devraient pas être bio parce que c'est hors de périmètre. Non, parce que moi, c'est un chapitre complet de mon livre. Et c'est certainement un de ceux qui m'a le plus intéressé, où je me suis le plus plongé. Pour moi, le produit dans le monde qui pollue le plus, le produit agricole qui pollue le plus, c'est le coton. Donc, vous voyez, si on parle de l'alimentaire en disant, voilà, il faut être bio, etc., pour sauver l'environnement, oui, c'est bien. Mais le coton est le principal, à lui seul, c'est, je crois, 25% des pesticides utilisés dans le monde. Le coton est aussi responsable de la disparition de la mer d'Aral en Russie. Donc, le coton est une culture qui a une incidence énorme sur l'environnement. Donc, effectivement, toute production agricole, donc qu'elle serve à faire de l'alimentaire, du textile, du mobilier, du bois, etc., devrait tendre vers des productions écologiques et vers des productions bio. Donc, moi, je me suis beaucoup intéressé, et c'est extrêmement compliqué parce qu'aujourd'hui, la réglementation européenne contrôle l'alimentation bio. Mais il n'y a pas de réglementation européenne pour les autres produits. Donc, vous avez essentiellement des labels privés pour ces produits-là. Alors, donc là, sur les produits en coton qu'on achète, à quoi il faut faire attention ? Voir effectivement quand les produits sont certifiés, voir qu'il y a bien le certificat. Alors, vous avez le certificat GOTS, vous avez Ecotex, vous en avez encore d'autres. Et ces certificats sont différents, intègrent des paramètres environnementaux, mais pas uniquement. Vous avez aussi des paramètres sociaux qui sont intégrés. Donc c'est ça aussi qui fait que les choses sont compliquées. C'est-à-dire que il y a l'esprit du bio. Là, on se retrouve. On est dans l'esprit du bio. C'est-à-dire que par exemple dans l'alimentation, il y a le bio lui-même, il y a les pesticides, mais il y a aussi le bien-être animal, le fait de bien payer les employés, etc. Donc tout ça est plus ou moins bien pris en compte par les labels. Le reste, produit de beauté, par exemple, un produit bio est vraiment très différent. Un produit bio, oui, puisque un produit bio est très différent. Ça dépend effectivement des normes. Vous avez différents labels. C'est pareil, c'est encore des labels différents du textile. C'est des labels différents de l'agroalimentaire. Vous avez des labels comme Natrou, vous avez des labels comme EcoCert, par exemple. Voilà. Donc, tout dépend du label auquel on se réfère. Mais ils sont souvent dérivés ou inspirés du label agroalimentaire. Donc, on retrouve des produits produits par l'agriculture, qui sont certifiés. Ensuite, il faut voir le produit cosmétique dans son ensemble. C'est-à-dire que les produits minéraux, par exemple, comme par exemple les phares et autres, ne peuvent pas être certifiés, puisque un produit minéral n'est pas certifié puisqu'il n'est pas cultivé. Donc, si on doit résumer, on peut dire qu'un produit certifié bio, cosmétique, textile, etc., c'est mieux qu'un produit non bio, puisqu'il y aura quand même beaucoup plus de contraintes, et ce sera un produit qui sera censé être plus écologique et plus naturel, même si j'aime pas le terme. C'est votre nouveau livre qui est consacré au bio. Christophe Brousset, notre invité. Le livre s'appelle Les imposteurs du bio chez Flammarion. Vous réécoutez l'émission en podcast, vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Christophe. Merci à vous. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Et très belle journée santé sur Beurre FM.